Bonjour à tous, on est ravis de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle webconférence. Donc où aujourd'hui on va parler de statut de l'erreur et d'orthographe. Donc on a la chance de recevoir deux chercheuses qui viennent du Centre de recherche sur la cognition et l'apprentissage, donc le CERCA, qui est situé à Poitiers. Donc nous avons Leïla Selim Begovic et que vous avez avec un pull rouge pour l'identifier. Et puis vous avez à côté Lucie Brock, qui a du coup un pull bleu marine noir. Et donc elles sont toutes les deux chercheuses à l'université en psychologie, donc à Poitiers, et elles vont nous présenter les récentes recherches en psychologie sur cette thématique du statut de l'erreur. Et puis, dans un second temps, elles présenteront une recherche qu'on va proposer d'ici un mois sur lea.fr, à laquelle vous pourrez vous inscrire pour y participer. Et puis, à la fin, on aura un temps de questions. Vous pouvez les poser dès à présent dans l'onglet Chatter, où vous pouvez écrire directement vos questions et puis nous les poserons à nos chercheuses. Donc, merci beaucoup Leïla et Lucie d'être présentes aujourd'hui. Et puis, je vous laisse commencer. Merci Marie pour cette petite introduction. C'est un plaisir pour nous d'être ici. Pour préciser un petit peu mes domaines de compétences, je suis professeure en psychologie et je suis spécialisée plus particulièrement en psychologie sociale, qui est une sous-discipline de la psychologie qui s'intéresse notamment aux interactions entre le fonctionnement psychologique individuel et les influences contextuelles. Et je m'intéresse depuis plusieurs années au rapport qu'on peut avoir par rapport à l'erreur et notamment les effets que peut avoir la confrontation à son propre échec sur différentes fonctions psychologiques au niveau cognitif et motivationnel plus particulièrement. Alors, vous avez intitulé cette conférence de façon tout à fait appropriée « Faut-il confronter ses élèves à l'erreur ?» Je ne vais pas vous donner une réponse très franche, mais je voudrais vous présenter quelques implications tout simplement de la confrontation de l'élève à l'erreur pour que vous puissiez peut-être un peu plus en connaissance de cause aviser de comment vous souhaitez ou ne souhaitez pas le faire. Ma collègue Lucie Brock est spécialiste de l'acquisition de langage et notamment de l'orthographe, et il peut m'arriver de temps en temps de l'inviter à compléter mes propos pour ce qui concerne ces points plus particulièrement liés au langage. Alors, dans le système éducatif, en fait, on a la tendance à croire et à dire aussi que l'erreur, c'est quelque chose sur quoi il faut s'appuyer en fait pour faire progresser ses élèves, et je ne vais pas vous dire que ceci est faux. Bien sûr qu'il faut se confronter à son erreur pour pouvoir progresser. Néanmoins, la confrontation à l'erreur est problématique pour l'élève dans la mesure où elle peut impliquer pour lui en fait un certain nombre de conséquences pour l'image de soi, puisque quand il est confronté à son erreur, il peut éventuellement inférer une certaine incompétence ou en tout cas l'échec dans une situation donnée. À ceci s'associe parfois un vocabulaire qui en rajoute un peu, si je peux m'exprimer ainsi. Donc parfois on parle de faute, voilà, peut-être parfois de capacité, ce qui de mon point de vue est plutôt à éviter. Donc je serais plutôt partisane de l'idée de contextualiser l'erreur et à ne pas généraliser d'une situation à l'autre. Et donc cette erreur, elle peut être perçue par l'élève comme l'indication de un manque, un problème ou éventuellement voilà, un problème d'aptitude parfois. Et donc le problème qui se pose dans cette situation-là, c'est de savoir comment on peut faire finalement pour confronter tout de même l'élève à son erreur, puisque c'est le fait de travailler sur ses propres erreurs qui est probablement le plus susceptible de le faire progresser, en contournant finalement
cet état qui est désagréable pour l'élève et qui peut, en fait, on va le voir tout à l'heure, représenter aussi un frein à l'apprentissage, puisque l'élève, en fait, il n'a pas envie, comme nous tous, n'avons pas forcément envie de regarder en face nos erreurs et ce qui peut être considéré comme nos échecs. Ce n'est pas un état qui est plaisant pour tout un chacun. Donc, l'idée qui est à la base de la recherche que nous souhaitons vous proposer ici, elle est basée sur un certain nombre de travaux théoriques et empiriques qui, pour certains, datent depuis les années, fin des années 60, début des années 70, mais pour d'autres qui sont beaucoup plus récents et s'intéressent aux réactions à l'échec et notamment aux réactions de type évitement. Donc, l'idée qu'on veut vous proposer, c'est de confronter tout de même l'élève à ses propres erreurs, mais en essayant de contourner le frein à l'apprentissage que cela peut représenter, puisque cela est susceptible d'activer justement une tendance comportementale ou en tout cas une motivation à l'évitement, à plutôt se détourner de l'échec. Donc, l'idée, c'est de protéger l'image de soi pour créer en fait un état psychologique qui serait plus propice à l'apprentissage et dans lequel on n'aurait pas des pensées fort probablement indésirables, voire peut-être intrusives sur sa propre compétence, ce qui peut activer éventuellement une certaine anxiété ou en tout cas interférer avec les apprentissages et la performance. Alors, pourquoi l'orthographe? Peut-être qu'il serait plus pertinent pour moi d'inviter Lucie à vous faire un petit topo sur l'orthographe, puisque c'est elle la spécialiste de la question. Lucie, si tu veux reprendre la parole pour cette diapositive. Oui, merci Laïla. Donc Lucie Brock, un maître de conférence en psychologie du développement et effectivement mes recherches portent sur l'apprentissage du langage écrit en production. Alors pourquoi dans cette recherche on souhaite travailler ensemble et pourquoi on s'est intéressé à l'orthographe? Parce que vous le savez, l'orthographe c'est un des aspects de l'acquisition du langage écrit qui est très important dès les premières années de l'école primaire. Hein, et qui va nous poursuivre tout au long de nos études et qui va aussi avoir un impact sur notre insertion sociale et professionnelle à l'âge adulte. On sait par ailleurs que les élèves qui ont des difficultés en orthographe à l'école sont affectés dans l'ensemble de leurs apprentissages puisque dans bon nombre de disciplines, on est amené à écrire, à s'exprimer à l'écrit et que le respect de l'orthographe fait partie notamment de la transmission de nos messages et de la compréhension de ces messages par ceux qui les lisent. Et donc, notre idée, c'était de montrer comment des résultats issus de la recherche pouvaient finalement s'articuler avec le quotidien scolaire des élèves et leur future intégration académique et professionnelle dans une recherche assez novatrice sur justement la place de l'erreur et la façon dont nous, en tant qu'enseignants, on peut considérer cette place de l'erreur. Voilà. Merci Lucie. Et donc pour en revenir à des questions plus directement liées à la psychologie sociale, qui est donc mon domaine de spécialité, je voulais introduire la notion de la conscience de soi, qui sera définie ici en tant qu'un état psychologique. Donc, on peut en parler aussi en tant que trait de personnalité, mais ce n'est pas ce volet-là qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est l'aspect état, qui est tout simplement l'état dans lequel, en fait, votre flux attentionnel est dirigé vers vous-même plutôt que vers l'extérieur. Donc, sur soi-même, sur ses processus psychologiques. C'est un état qui est particulier puisqu'il va activer de façon très spontanée, certains diraient automatique, une auto-évaluation. Je pense que tout un chacun peut s'identifier avec le vécu subjectif qui est associé à la conscience de soi. Le seul fait, par exemple, de se retrouver devant un miroir
nous amène presque sans pouvoir nous contrôler à vérifier notre apparence, à regarder si les cheveux ils tombent bien comme on veut, si l'apparence physique, par exemple, entre autres choses, et correspond en fait à ce à quoi on aimerait qu'elle corresponde. Et donc, quand je dis ce à quoi on aimerait qu'elle corresponde, je parle donc des points de référence, des points de comparaison, qui sont des standards, en fait, des standards de valeur, qui peuvent, j'ai donné l'exemple de l'apparence physique, mais bien évidemment, cela ne s'arrête pas là. On peut évaluer ses propres compétences, ses propres performances, ses qualités relationnelles, etc. Et donc, on va les évaluer contre ces standards qui sont une sorte de représentation idéalisée de soi, ou en tout cas la représentation d'un état qu'on aimerait atteindre. Ça peut être conçu sous les traits d'un objectif, en fait, d'un but à atteindre. Et donc, quand une auto-évaluation est négative, ce qui est le cas lorsqu'on est confronté à un échec, ou donc à ses propres erreurs dans un cadre scolaire, bah, cet état de conscience de soi devient évidemment, on dit dans le jargon, aversif, c'est-à-dire peu plaisant, indésirable, ça devient un état qu'on voudrait éviter. Et donc, on n'a pas envie de se regarder en face, entre guillemets, c'est-à-dire on n'a pas envie, en fait, à regarder ses propres erreurs et ce qu'on a mal fait. Et le fait de ne pas vouloir, en fait, accorder de l'attention un peu approfondie à ses propres erreurs, le fait que ça soit quelque chose de désagréable, eh bien, ça peut freiner l'apprentissage, puisque c'est effectivement à partir de ses propres erreurs que on en vient à les corriger. Alors, en ce qui concerne l'orthographe, Lucie, tu vas, je pense, reprendre la parole pour expliquer l'apprentissage de l'orthographe, même si nos collègues, je pense, ont quelques billes de connaissances à ce sujet-là, mais du point de vue des recherches scientifiques. Oui, surtout rappeler en fait que notre orthographe française, elle suit un système alphabétique, comme vous le savez tous, dans lequel la langue orale va être représentée par une combinaison de symboles écrits. Et donc, pour qu'un enfant orthographie correctement les mots, pour que nous aussi on orthographie correctement un mot ou dans une phrase, on va d'abord devoir le segmenter, puis faire des conversions phonographémiques, c'est-à-dire transformer des sons en lettres. On va devoir avoir accès à un répertoire lexical et on va aussi devoir mettre en œuvre des règles morphologiques d'accords, par exemple au pluriel ou sur les flexions verbales, des accords de temps, etc. Et donc, toutes ces compétences-là sont utilisées de façon très précoce par les enfants et vont lui permettre effectivement d'acquérir un certain nombre de connaissances qui vont lui permettre d'orthographier les mots. Donc cet apprentissage-là qui est fondamental, qui est au cœur de la scolarité en fait, eh bien c'est pour nous l'apprentissage typique qui va nous permettre de confronter l'élève à ses propres erreurs, puisqu'il peut soit être en difficulté au niveau de ses conversions phonographémiques, soit au niveau de son répertoire lexical, ou soit au niveau des accords morphologiques. Donc c'est presque la situation idéale pour confronter l'élève à ses propres erreurs. Merci. Et donc, dans ce contexte-là, l'hypothèse que nous souhaitons tester en fait dans l'étude que l'on vous propose, c'est d'essayer de recourir en fait à un petit subterfuge, si je peux le dire comme ça, et de faire en sorte que chaque élève soit confronté à ses propres erreurs, sauf que parfois, il ne sait pas que ce sont les siennes. Et donc, on va le confronter au contenu
auquel on veut le confronter, c'est bien sur ses propres erreurs qu'il va pouvoir apprendre, sauf que ça nous permettra d'évacuer le côté menaçant, en fait, pour le soi de la confrontation à l'erreur. Et donc, notre hypothèse, c'est que un élève pourra progresser davantage dans son apprentissage de l'orthographe si on lui présente ses erreurs en disant que ce ne sont pas les siennes, que si, qui est la situation classique, on le confronte à ses propres erreurs, tout en sachant pertinemment, donc de la part de l'élève, que ce sont ses erreurs à lui. Alors, comment faire? La question de la procédure se pose et donc je vais passer maintenant à la seconde partie de la présentation qui va se focaliser davantage sur la procédure que nous vous proposons de mettre en place si toutefois vous êtes intéressé à participer à cette recherche. Donc, nous souhaitons la mettre en place un petit peu quelques semaines avant la fin de l'année scolaire, donc notamment entre le 13 mai et le 7 juin 2024, très précisément, et répartir donc la séquence de l'étude en 4 séances distinctes. Alors, ce sera en fait 2 paires de 2 séances qui vont se ressembler. La séance 1 et 3 seront les mêmes, la séance 2 et 4 également. Nous avons préparé d'ores et déjà une fiche de préparation qui vous sera fournie à toutes et à tous si vous participez à la recherche et qui vous permettra de vous organiser et qui vous permettra aussi d'avoir des réponses concrètes à des questions procédurales qui vont peut-être se poser. Donc, nous proposons lors de la séance 1, et je reviendrai un petit peu plus en détail sur la procédure, de faire une dictée à vos élèves. C'est une dictée standardisée, étalonnée, qui a déjà été utilisée dans un certain nombre de recherches. Et dans la séance 2, de faire avec eux ce qu'on va appeler une séance métacognitive ou une séance de correction plus simplement, où les élèves seraient invités à identifier et corriger les erreurs de la dictée. Alors, la même chose sera faite en séance 3 en présentant la même dictée et ce sera la même justement pour regarder si les progrès sont plus ou moins grands en fonction de la condition expérimentale que je vais expliquer à l'instant. Et lors de la séance 4, ils vont également identifier et corriger leurs propres erreurs. Donc, on pourra regarder la performance à la dictée, le nombre d'erreurs, mais aussi le type d'erreurs. Lucie vient de mentionner notamment 3 types d'erreurs qu'on peut distinguer. Et on pourra aussi regarder leur performance métacognitive, c'est-à-dire quelles sont les erreurs qu'ils ont repérées et qu'ils ont corrigées avec succès. Et donc, il y aura un progrès, sans doute, je te donne la parole tout de suite, Lucie, entre la semaine 1 et la semaine 4, mais ces progrès peuvent être plus ou moins importants. Tu voulais compléter, Lucie? Oui, juste préciser, merci, que cette recherche s'adresse à des collègues enseignants du cycle 3, CM1, CM2, 6e, puisque c'est un cycle, comme vous le savez, qui est à cheval entre l'école élémentaire et le collège. C'est aussi un cycle où les élèves écrivent. Au cycle 2, vous savez qu'ils écrivent aussi, mais moins. Et l'apprentissage de l'orthographe est au cœur du cycle 2. Donc, on a vraiment à cœur de profiter du cycle 3 dans lequel les élèves ont déjà un certain nombre de connaissances orthographiques avec ce passage en 6e qui marque souvent un progrès significatif dans les savoirs des élèves. Voilà, je voulais compléter avec ça et puis compléter aussi avec le fait que vous avez bien compris, comme tout à l'heure, Laïla vous a expliqué que dans un certain nombre de cas, les élèves allaient croire que leurs erreurs n'étaient pas les leurs. Eh bien, quand on compare la séance 2 et la séance 4, c'est-à-dire la correction, on s'attend à ce que les élèves corrigent plus et mieux quand ils pensent que ce ne sont pas leurs erreurs. Et au contraire, quand ils pensent que ce sont leurs erreurs,
on s'attend à ce qu'il soit beaucoup plus frileux sur la correction, puisque reconnaître que j'ai fait des erreurs, eh ben, c'est reconnaître que d'une certaine façon, j'ai été en difficulté. Voilà. Tout à fait. Merci beaucoup pour ces précisions. Effectivement, j'aurais dû plus insister sur le cycle 3 qui est un point important. Alors, d'un point de vue très pratique, pour vous faire un petit peu un panorama de ce qu'il serait nécessaire de faire si vous voulez participer à cette recherche. Donc, les séances 1 et 3, comme je le disais tout à l'heure, seront consacrées aux dictées. Et voilà, ce qui prendra environ 20 minutes de préparation et 30 minutes de dictée. Ce seront 2 séances qui seront identiques. Et les productions des élèves devront être imprimées. Donc, voilà. Après, c'est à discuter si c'est possible de l'implémenter sur des ordinateurs ou des tablettes, ce qui nous éviterait de les retaper. Et ne vous inquiétez pas, ça ne pose pas de problème d'un point de vue des erreurs qui seraient faites. Donc, Lucie pourra vous en dire quelques mots tout à l'heure. Oui, je peux peut-être... Oui, tu peux. Oui, en fait, je voulais compléter parce que juste pour vous proposer que ces dictées soient faites sur ordinateur ou sur tablette, c'est-à-dire vous les dictez et vos élèves écrivent sur clavier ou sur tablette. Et ce qui est important pour nous de vous préciser, c'est que au niveau des erreurs d'orthographe, en fait, un certain nombre de recherches ont montré que les élèves ne font pas plus ou pas moins d'erreurs d'orthographe lorsqu'ils sont sur clavier que lorsqu'ils sont sur papier et inversement. C'est-à-dire que la modalité d'écriture au cycle 3 n'a pas encore d'impact sur la qualité orthographique, notamment parce que les élèves ne savent tout simplement pas utiliser le correcteur orthographique. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on se permet de le proposer sur clavier. Voilà. Et apparemment, on ne l'utilise pas spontanément, même quand ils savent. Et donc, il faut imprimer justement les productions de façon à ce que l'élève ne puisse pas dire avec certitude plusieurs semaines plus tard, en fait, que c'est la sienne ou c'est pas la sienne. Donc, on évacue la question de l'écriture, en fait, manuscrite qui pourrait effectivement être reconnue. Dans les séances 2 et 4, qu'on a appelées les séances métacognitives, puisqu'il s'agit de repérer et corriger ses propres erreurs, donc il faudrait réserver également entre 30 et 45 minutes. Il s'agit aussi de 2 séances qui sont identiques, et lors de ces séances, ce sont les élèves qui sont invités à identifier eux-mêmes et corriger eux-mêmes toutes les erreurs qu'ils peuvent repérer, qu'ils repèrent dans leur dictée. Il y en a qui ne vont pas repérer, ce n'est pas grave. Alors, ces productions, là aussi, il faudra les scanner et nous les envoyer par mail. On verra comment on organise tout ça d'un point de vue logistique. Nous allons vous présenter un petit document pas à pas qui va sans doute permettre d'expliciter un petit peu ce qui est attendu ici d'un point de vue de l'organisation. Donc, Lucie, tu vas peut-être expliquer le document puisque tu as eu la gentillesse de le préparer. Alors, là, vous voyez un exemple. On a fait comme si on était en situation de classe. Un exemple d'une production écrite au clavier par un élève de CM1. Donc, on va s'imaginer qu'on est à la fin de la séance 1 et l'élève a produit cette dictée et donc vous l'avez imprimée. La première chose que vous allez faire, une fois que l'élève a produit sa dictée, c'est au dos écrire son numéro d'anonymisation. Alors, pour ce numéro d'anonymisation, ne vous inquiétez pas, quand vous serez à la recherche et qu'on aura récupéré vos listes de classe, on fera les numéros d'anonymisation et on vous les enverra. Donc, vous n'aurez plus qu'à recopier le numéro d'anonymisation de l'élève qui a écrit cette dictée. C'est aussi avec ce numéro que vous devrez enregistrer le fichier sur l'ordinateur. Ensuite, on va répartir, donc là c'est pareil, hein, on vous le fera avec les listes de classe, on vous mettra le numéro d'anonymisation
en face de chaque élève et on vous dira dans quelles conditions il est. Soit la condition, c'est ta dictée, soit la condition, ce n'est pas ta dictée. Donc, vous aurez à écrire sur les productions des élèves, soit l'un ou soit l'autre. C'est ta dictée. Donc, l'élève sait que c'est ce qu'il a produit, ou ce n'est pas ta dictée. L'élève croit que c'est quelqu'un d'autre qui a produit. Mais dans tous les cas, c'est sa dictée, en réalité. Oui, dans tous les cas, en réalité, c'est sa dictée. Donc, là, on est à la fin de la séance 1. On commence la séance 2. Donc, vous distribuez à chacun des élèves sa dictée. Lui va croire que c'est la sienne ou pas, et vous lui demandez d'inscrire son prénom pour que l'on sache pour que lui, il s'identifie comme correcteur de cette dictée. Le prénom, c'est le prénom de l'élève, et ça marque « j'ai bien corrigé cette dictée-là ». La première chose que l'élève va devoir faire, c'est surligner les erreurs qu'il voit apparaître sur cette dictée. Vous voyez bien notre arrière-pensée. Nous, on pense que quand l'élève va penser que c'est sa dictée, il va en souligner beaucoup moins que quand il pense que c'est la dictée de quelqu'un d'autre. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, on va demander aux enfants, aux adolescents, d'écrire le mot avec la bonne orthographe. C'est-à-dire que pour chacune des erreurs soulignées, on va lui demander d'indiquer la bonne orthographe. L'étape d'après, vous allez projeter la dictée corrigée au tableau. Et vous allez demander aux élèves de regarder s'il n'y a pas des erreurs qu'ils ont oubliées. Ces erreurs-là, quand ils vont les identifier, on va leur indiquer de faire une petite croix en dessous du mot et pareil, en dessous, mettre le mot correctement écrit. Là encore, on pense que dans la situation où l'enfant pense que c'est sa propre dictée, eh bien, il va identifier moins d'erreurs. Ça, c'est la fin de la séance 2. Séance 3, vous refaites la même dictée et séance 4, vous refaites la même séance métacognitive. On a prévu une fiche de préparation pour chacune des séances qui sera fournie avec ce petit document-là pas à pas, pour que vous ayez bien le déroulé. Et la fiche de prep, elle contient toutes les indications, les consignes, le matériel à prévoir, le matériel à préparer en amont. Et puis, comme on est tous enseignants, vous le savez, et qu'on aime tous que nos élèves réussissent, eh bien, le plus dur dans cette expérience, ça va être d'arriver à se retenir et finalement à ne pas aider les élèves, ni pendant qu'ils écrivent leur dictée, ni pendant qu'ils corrigent leur dictée, même dans la deuxième partie, lorsque vous projetez la dictée corrigée. Donc, l'idée ici, c'est que on laisse les élèves travailler complètement seuls et qu'on puisse se retenir d'intervenir pour qu'on ait une réelle représentation d'une part de leurs connaissances orthographiques et d'autre part de la façon dont ils les gèrent, notamment en situation d'erreur. Alors, vous le savez, on a tous fait des dictées, ça veut dire que pendant la dictée, par exemple, on ne va pas accentuer les liaisons, on ne va pas insister sur les accords, ou on ne va pas faire de légers rappels de choses qu'on a vues. Vous savez, on l'a vu la semaine dernière. Puis pendant les 2 séances de métacognition, eh bien, de laisser nos élèves corriger spontanément dans la première partie, puis avec la dictée projetée. Et même si on repère qu'il y a des fautes oubliées, ne surtout pas intervenir pour qu'on puisse avoir du matériel complètement écologique, c'est-à-dire qui est vraiment représentatif de ce que l'élève sait. Voilà. Laïla, est-ce que tu veux conclure ou... Peut-être juste ces derniers détails donc au niveau de la procédure que tu as déjà eu l'opportunité de souligner dans ce que tu viens de dire. Donc il y a un certain nombre d'aspects pratiques que nous allons prendre en charge. Donc les codes anonymes, en fait, une fois qu'on a la liste des élèves de chaque classe, on va créer les codes, on va vous les envoyer. Donc vous nous mettez uniquement les codes, nous n'allons pas avoir besoin de l'identité des élèves, bien évidemment.
Nous allons nous occuper également de la répartition aléatoire dans les 2 conditions expérimentales des élèves, donc chaque classe qui participe. Il y aura des élèves qui vont savoir qu'ils corrigent leur propre dictée et d'autres élèves qui ne vont pas savoir, qui vont penser qu'ils corrigent la dictée d'un camarade ou d'une camarade. Donc cette répartition, nous allons également la faire et on vous dira pour chaque élève dans votre classe, il faut écrire c'est ta dictée pour celui-là ou celle-là, ou alors il faut écrire ce n'est pas ta dictée. Et donc, comme Lucie l'a également précisé, on a préparé une séquence complète pour préparer les 4 séances. Nous avons bien évidemment la dictée qu'il va falloir faire et on a le document pas à pas que d'ailleurs vous venez de voir et qui vous sera également fourni. Voilà, merci beaucoup de votre attention. C'était la présentation du projet avec quelques bases théoriques en amont et nous restons disponibles pour les questions s'il y en a. Très bien, mais merci Leïla. Donc en effet, on va passer à la phase de questions. Donc je vous invite à les écrire et je pourrai ensuite les donner à Leïla et Lucie. Je vous rappelle aussi que en fait, cette recherche donc, qui aura lieu à partir du 13 mai, les inscriptions pour s'y inscrire sont d'ores et déjà ouvertes et on va vous mettre le lien dans la conversation pour que vous puissiez y accéder. Et puis, de manière générale, de toute façon, vous allez tous recevoir demain un mail avec ce lien. Donc, toutes les classes de cycle 3 sont les bienvenues pour s'y inscrire. Et voilà, je pense l'élément, vous l'avez largement donné, mais l'élément qui est important, c'est que vraiment, vous allez avoir l'ensemble des documents. C'est une recherche qui est clé en main. Et puis, vous allez être guidé pas à pas. C'est-à-dire qu'à chaque séance, vous recevez un document. On vous rappelle que c'est à cette date que ça va se passer, etc. Donc, vraiment, vous allez avoir un suivi tout au long de cette expérimentation. Donc, voilà, n'hésitez pas à vous y inscrire. Alors, on a une question plutôt d'ordre méthodologique qui nous demande est-ce que c'est obligatoire de faire la dictée en salle informatique? Lucie, c'est pour toi. En fait, je pense que c'est pas forcément obligatoire. Je pense qu'on peut s'adapter aussi aux contraintes locales, peut-être des enseignants. Ce qui est important, c'est que ça soit quand même fait dans des conditions à peu près comparables dans toutes les classes participantes. Après, est-ce que c'est en salle informatique ou pas? Si les élèves sont par exemple sur tablette ou sur des portables dans une classe qui n'est pas la salle informatique, ça ne pose pas de problème. En fait, Oui. la contrainte… Oui, allez-y, Lucie. Non, j'allais dire oui, effectivement, on n'a pas fléché la salle informatique. C'est où vous pouvez avoir accès à des claviers ou des tablettes. Si c'est en demi-classe, en groupe, c'est possible aussi. Hein. Le principal, c'est que les élèves produisent un écrit sur un clavier. Ouais, en fait, c'était justement la question, parce que l'enseignante a rajouté une question, c'est qu'en fait, elle n'a pas accès à des ordinateurs, que ce soit dans sa classe ou en salle informatique. Donc là, du coup, c'est… Ou d'autres, voilà, une autre personne comme ça, je greffe la question, qui, en l'occurrence, n'a que 8 ordinateurs, pardon. Donc, du coup, voilà, c'est des contraintes qui vont arriver dans vos classes. Typiquement, si vous n'avez pas du tout d'ordinateur, en fait, la contrainte, c'est que on peut plus dire ce n'est pas ta copie, puisque l'élève va reconnaître son écriture. Donc, c'est plus des choses comme ça qui vont… Oui, allez-y, Lucie. Alors, il y a deux possibilités. Pour ceux qui n'ont pas d'ordinateur dans leur classe et qui veulent participer à la recherche, ça va rajouter du travail aux enseignants, mais on peut tout à fait envisager de faire l'expérimentation, mais ça sous-entend qu'après, l'enseignant recopie les productions des élèves en respectant toutes les fautes. Mais c'est tout à fait possible. Ça rajoute une surcharge de travail aux enseignants, ça, il faut en avoir conscience, parce que nous, avec les délais, on ne peut pas récupérer les écrits, les taper, vous les renvoyer. Mais si vous avez vraiment envie de participer
et que vous souhaitez de recopier sur un clavier d'ordinateur ce qu'ont fait vos élèves, il n'y a pas de souci en fait. Hein. L'idée, c'est que les élèves ne puissent pas justifier leur production. C'est pour ça qu'il nous faut des documents imprimés, parce que du coup, ça neutralise l'écriture hein, et ça neutralise la reconnaissance de mon écriture. Voilà. Donc, après, pour ceux qui n'ont pas d'ordinateur, bon, je sais que vous le savez, mais peut-être solliciter vos e-run pour récupérer les classes mobiles, s'il y en a dans vos académies, je ne sais pas, voilà, pour les premiers degrés en tout cas. Très bien, merci. Alors, il y a plusieurs questions qui sont arrivées, donc c'est super. On a une question sur la longueur de cette dictée, donc combien de mots contient cette dictée? Est-ce que c'est la dictée que vous avez montrée juste avant? Oui, ok. Oui, donc ça vous laisse un oui, ordre. c'est une dictée qui a été créée par Michel Fayol et des collègues de l'Université de Clermont-Ferrand à la base pour dépister justement des problèmes orthographiques élèves de cycle 3 en difficulté scolaire. En fait, c'est une dictée rapide qui peut se faire de façon collective et qui a déjà été testée sur 1 millier d'enfants. Donc, c'est de niveau cycle 3, mais vous avez vu, elle n'est pas très longue en fait. En revanche, elle fait intervenir bon nombre de notions grammaticales qui sont abordées au cycle 3. Alors maintenant, on a des questions sur les élèves qui ont des troubles des apprentissages ou les élèves 10. Donc, c'est comment vont être pris en compte les copies de ces élèves? Est-ce qu'ils peuvent participer? Voilà. Laïla, tu veux que je réponde? Alors, si leurs parents les autorisent à participer, si les élèves peuvent participer, veulent participer, pardon, il n'est pas du tout contre-indiqué à ce qu'ils participent. En revanche, pour nous, c'est important de savoir si parmi les participants élèves, il y a des élèves avec ce type de trouble. Nous, on doit avoir cette information-là associée au code d'anonymat. Oui, puis peut-être pour compléter, vous avez compris, le cœur de la recherche, c'est vraiment cette idée d'être face à ces erreurs et de comment on gère la confrontation à ces erreurs. Donc, dyslexique ou pas, on est confronté à ces erreurs. Donc, c'est important qu'on sache que ces enfants ont un trouble du langage. C'est aussi important qu'on sache si ces enfants utilisent un ordinateur déjà tous les jours dans la classe, parce que pour le coup, eux, ils vont savoir utiliser les logiciels d'aide à l'orthographe. Il y a ces deux informations-là qu'il faudra qu'on ait, mais le cœur de la recherche, c'est la confrontation à l'erreur. Donc, en fait, dyslexique ou pas, voilà, c'est pas l'enjeu qu'il y a derrière la recherche. Oui. Très bien. Alors, on a une question qui nous demande si on pense étendre cette recherche à d'autres cycles, puisqu'on a une enseignante qui est en secondaire en Angleterre avec des élèves bilingues et donc du coup ils sont plus niveau 4e, 3e seconde. Donc voilà, je vous laisse répondre. C'est très intéressant, je laisserai Lucie répondre, mais en fait, dans discussions et projets qui feraient suite à cette recherche-là, on envisageait déjà une comparaison éventuelle entre le français et l'anglais, qui sont deux langues avec une structuration complètement différente. Donc, il faudrait adapter. On ne pourrait pas le faire là, au mois de mai-juin, mais peut-être on peut prendre contact et envisager une collaboration. Je ne sais pas, Lucie, qu'est-ce que tu en penses? Oui, la suite, dans les idées qu'on a derrière la tête pour donner suite à cette première recherche, c'est aussi de mesurer l'impact de la langue et notamment l'impact de l'orthographe de la langue. Chez des enfants bilingues, notamment chez des enfants qui sont franco-anglais ou anglo-français, il y a quelque chose qui est assez particulier au niveau de l'orthographe, c'est que la morphologie anglaise, elle est très simple, il y a 3 marques qui s'entendent toutes. Or, vous savez qu'en français, la morphologie, elle ne s'entend pas. Par exemple, les accords en verbe, très souvent, ils ne s'entendent pas du tout. Et elle est extrêmement nombreuse. Et donc, on voulait voir comment les élèves géraient leurs erreurs dans une langue extrêmement opaque en morphologie comme le français et dans une langue beaucoup moins opaque morphologiquement que l'anglais.
On peut le décliner avec des langues très transparentes en conversion phono-graphémique, par exemple l'espagnol, l'italien. Donc en fait, cette recherche, elle peut se décliner sur différents aspects de l'apprentissage de la langue, dans ses aspects et dans d'autres types d'apprentissage. S'il y a des enseignants, par exemple, de mathématiques qui suivent la conférence, on peut aussi l'envisager dans des situations d'apprentissage de mathématiques. C'est une recherche qui est déclinable presque à l'infini. Voilà, si je peux compléter par rapport aux mathématiques. En fait, pour une des raisons aussi pour lesquelles on a choisi l'orthographe, c'est que pour l'orthographe, on sait ce qui est une erreur, ce qui n'est pas une erreur. Il n'y a pas d'ambiguïté, en fait. Il y a une réponse juste et une réponse ou des réponses fausses, ce qui est également le cas avec les mathématiques. Donc, les mathématiques, ça peut tout à fait rentrer dans le giron de cette recherche, également pas au mois de mai, mais à plus long terme, nous avons également envisagé des collaborations pour voir aussi, en fait, tester la même hypothèse avec sur l'apprentissage des mathématiques. Très bien, merci. Alors, il nous reste une dernière question et je pense que je vais y répondre. C'est est-ce qu'on doit faire une démarche d'information aux parents et si oui, est-ce qu'on fournit les courriers à envoyer? Alors, en fait, cette démarche, elle est obligatoire puisque quand on fait de la recherche, on a besoin d'un consentement éclairé. Donc, des participants, bien sûr, c'est-à-dire que les élèves qui ne souhaiteraient pas participer, on ne peut pas les forcer à participer. Mais on a aussi besoin de l'autorisation de leurs parents puisque ces élèves sont mineurs. Et donc, du coup, on va vous fournir en effet un courrier à transmettre aux parents où ils devront choisir s'ils autorisent ou non leur élève à participer à cette recherche, tout en sachant que si les parents refusent, en fait, ce qu'ils refusent, c'est que les données soient transmises au laboratoire de recherche. Donc, les élèves qui n'auraient pas l'autorisation de leurs parents pourront quand même participer à la dictée, à la séance métacognitive, etc. La seule chose, c'est que vous ne serez pas autorisé à transmettre les données de leur enfant au laboratoire. Mais ils pourront quand même participer à l'événement en classe, si je puis dire. Si je peux juste ajouter un dernier mot concernant ce qu'on appelle le débriefing, puisque cette recherche, pour les besoins de tester l'hypothèse, en fait, implique une certaine tromperie de certains élèves. On va leur donner une information qui n'est pas vraie. Nous sommes aussi dans l'obligation de leur dire, une fois que tout est fait, les 4 séances, que c'était le cas. Donc, après, c'est vraiment, je pense, à chaque enseignant de gérer le moment où ça peut être fait. Nous pouvons fournir des éléments qui doivent être dévoilés et donc dire aux élèves à un moment donné, une fois que tout est terminé, en fait, vous savez, tout le monde n'a pas vraiment eu sa propre dictée, etc. Et si jamais il y a des petits curieux qui vont dire eh, madame ou monsieur, moi, est-ce que j'ai eu ma propre dictée ou pas, ben, vous pourrez leur dire puisque vous aurez la répartition des élèves dans les conditions. Et ça peut, après, c'est vraiment, si affinité, servir aussi une discussion de classe sur le rapport à l'erreur des élèves quand ils pensent que c'est les leurs et quand ils ne savent pas que c'est les leurs. Ça peut être intéressant aussi. Mais voilà, on est obligé de faire ce qu'on appelle le débriefing, c'est-à-dire leur dévoiler l'information fausse qui a été donnée dans un premier temps, mais qui a été donnée parce que cela était nécessaire et parce qu'autrement on n'aurait pas pu tester l'hypothèse. C'est important de le souligner aussi et c'est important de le leur dire aussi. Très bien. Eh bien, on arrive au terme de cette webconférence. Donc, on vous remercie d'y avoir participé. On vous remercie surtout Leïla et Lucie de l'avoir animée. On espère vous voir nombreux au cours de cette recherche. Et puis, si vous avez des questions qui viennent un petit peu plus tard, n'hésitez pas à les poser sur lea.fr. Leïla et Lucie y répondront volontiers. Donc, merci beaucoup à tous et puis bonne fin de journée. Au revoir, merci. Merci, au revoir.